On est en équipe réduite cette semaine et notre objectif, ça va être de descendre sur le niveau de sol partout. On a pris, comme on n'est pas nombreux, on priorise la partie devant le fourneau. Le travail est presque fini. Donc là, on a les niveaux de charbon et de scorie qui correspondent vraisemblablement à la première, à la dernière utilisation du haut fourneau. Donc tel qu'on l'interprète aujourd'hui, il y a eu un problème au niveau de la réduction. Ils ont tenté de sauver le haut fourneau en enlevant la scorie qui bouchait, et puis les résidus de charbon, etc. Ce qu'ils ont jeté sur le sol. Mais manifestement, ils n'ont pas réussi à sauver le haut fourneau puisque la scorie est bien présente à l'intérieur. Donc nous, on va enlever tous ces éléments-là pour descendre sur le niveau d'occupation et comprendre comment était organisé le sol, l'espace de travail devant l'embrasure de travail. On distingue déjà la zone de coulée de la gueuse, on a une tranchée, et dans cette tranchée, on a le fantôme d'une tranchée plus étroite qui correspondrait vraiment au profil de la gueuse. Ça a l'air de coller à peu près avec le segment de gueuse qu'on a trouvé. Donc vraisemblablement, on va vraiment avoir toute l'organisation du travail dans cet espace-là et quelque part un instantané du dernier moment d'utilisation du haut fourneau avant son abandon. Ce qui est vraiment très intéressant parce que ça n'a jamais été fait. Habituellement, on arrive sur des hauts fourneaux bien moins conservés. Hein. On a des niveaux de sol qui sont absents ou mal conservés. Nous, là, on a vraiment le sol devant le haut fourneau avec le dernier instant qui s'est figé sur place. Et en parallèle de la fouille de ces niveaux d'occupation, de cette zone de travail, on essaye d'avoir des informations complètes sur le mur le mur de terrasse qui est ici. Et donc là, l'équipe, en tout cas ceux qui avaient des bottes à disposition, sont dans le trou pour essayer d'enlever les derniers cailloux d'effondrement et avoir une idée de l'épaisseur du mur. Parce que derrière, dessous ces niveaux d'effondrement, en fait, on a le niveau du ruisseau à l'époque, vraisemblablement. Et donc c'est intéressant de pouvoir dire que le ruisseau était plus haut, plus bas, vraisemblablement plus bas, puisque là, au niveau qu'on avait déjà atteint, on était en dessous du lit du ruisseau actuel. Donc vraiment, on va avoir une vision de la topographie du site au moment de son abandon et un instantané du dernier moment d'utilisation du haut fourneau, ce qui est vraiment exceptionnel. Dans une tranchée, quoi. Donc là, pendant qu'ils sont en train de fouiller les niveaux bas qui correspondent probablement au lit de l'ours à l'époque, on va lancer la fouille des deux trous de poteaux qui s'appellent 1027 et 1026, c'est le numéro de fait. Ces poteaux ont déjà été relevés en plan, donc on les a sur le plan de la fouille. Maintenant, il va falloir les vider pour avoir leur profil. Alors le problème, c'est comme ils sont petits, et vu la configuration du terrain, on ne peut pas faire ce qu'on fait en général quand on fouille les trous de poteaux en milieu rural, dans les sites proto-historiques. Là, on va être obligé de vider vraiment l'intégralité de l'intérieur pour avoir un profil. On ne pourra pas vider juste la moitié, d'autant plus ça n'aurait pas d'intérêt puisque le calage il est périphérique. On ne trouvera pas de calage dans le trou de poteau. Alors, la question ensuite, c'est à quoi servaient ces trous de poteaux? C'est des poteaux qui sont vraiment pris dans la maçonnerie du mur de terrasse. Et on suppose qu'ils servaient à maintenir l'axe. Il faut imaginer un arbre qui tourne avec la roue à bobe et qui, avec un système de cam, va actionner à tour de rôle les deux soufflets. Pendant qu'un soufflet souffle, l'autre se remplit et inversement. Donc il y a une alternance, ce qui fait qu'il y a toujours un souffle d'air dans le haut fourneau. Il n'y a pas de temps d'attente. A priori ici, on a la fixation de l'axe. Par contre, malheureusement, on n'a aucun élément matériel correspondant à cet axe-là. Là, on vient juste de sortir un morceau de bois conservé organique, parce que comme il était dans l'eau en permanence, il ne s'est pas décomposé. Ce morceau de bois, on va le conserver dans du cellophane à mouiller et qui se conserve bien, avant de le stocker dans de l'eau. Ce qu'on espère, c'est avoir des morceaux, des poutres qui étaient là, qui se retrouvent dans l'eau. Si on imagine que le bois a cédé avant le reste des structures, on peut avoir un morceau de l'arbre qui est tombé dans le ruisseau, qui s'est conservé dans l'eau,
et qui ensuite a été recouvert par les sédiments. Donc avec un peu de chance, on aura des éléments pour mieux comprendre le système d'activation des soufflets.